Hey, bonjour tout le monde. Il y a Mouta qui vous dit bonjour. Mais, pas la... Mais, oh, le câble. Ils sont chiants ces chats. Bonjour. Bonjour. Comment ça va les gens? Comment vous allez? Voilà, là il y a Mouta qui me fait un gros câlin, qui me met tous ses poils de l'année. Hop. Alors, attends que je baisse un petit peu. Mais, le chat. Voilà. Attends. Hop. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des chats. On va parler des chats dans l'art. Hop. Parce que c'est une expo que j'ai repérée qui est sur le site de l'UMA, donc Universal Museum of Art, qui en fait est en gros c'est un site avec différentes expositions virtuelles, et on avait déjà fait Léonard de Vinci il y a quelques temps, voilà. Hop. Alors, donc vous me dites si y a des problèmes de micro ou... Je pense que là en termes de son on est bien, mais s'il y a un truc, vous me dites, vous n'hésitez pas. Alors que je vous montre un petit peu tout ça. Hop, alors. Mais non, mais c'est pas frayant. Attends. Il est fatigant quand il fait ça. Hop. Parce que fondamentalement, de voir mon Steam, c'est pas le... Enfin, mon gestionnaire, pardon, de stream, c'est pas ça le grand kiff. Alors, attendez. On va faire... Donc ça, c'est Hop Gallica, mais on va pas en parler là. Alors, attends, c'est pas ça. Ouais, c'est celui-là, donc on va pas prendre celui-ci. Parce qu'il est un peu petit celui-là. Ça doit être celui-là normalement. Non, ok. Vite à vie le truc. Alors attends. On va pas toucher à celui-ci. On va prendre plutôt celui-ci. Voilà, ça va être ça. Et ça devrait apparaître, mais ça ne veut pas. C'est mieux quand on fait afficher. Voilà. Salut la faucheuse, de passage rapidement. C'est pas grave. Bienvenue. C'est là où je me rends compte. Ah, c'est très bizarre là, ma webcam, j'ai l'impression qu'elle a été déplacée. Très étonnant. Bon, attends, je vais un peu me mettre comme ça du coup. Voilà. Pour être un peu plus au centre. J'ai l'impression que là je suis un peu plus au centre. D'accord. Toujours des petits réglages. Bon. Bah écoute, bonjour. Salut la faucheuse et bienvenue rapido. Hop. Alors donc voici le site de l'UMA avec les différentes expositions qui sont proposées en ligne. Donc c'est celle-ci qu'on a fait déjà, Léonard de Vinci. Et bien aujourd'hui, l'idée c'est un petit peu de parler de celle-ci, les chats. Enfin forcément, moi ça me tente, moi qui suis une grande amoureuse des chats. Avec... Oh là là, attends Mouta, là tu n'es pas très bien mise là. Attends, tu vas te péter la patte surtout. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui. Voilà, attends, elle a encore gros Guy, elle s'est fait un peu opérer hier. Enfin, elle s'est fait opérer hier. Bon, par contre, faut que tu t'installes maintenant. Allez, voilà. Allez, mes mères. Voilà. Donc, elle est un petit peu... voilà. Comme moi, on est dans le même état, c'est génial. Voilà. Non, la vidéo, tu te calmes. Alors, donc c'est une exposition sur les chats, donc en partenariat avec la RMN, la Réunion des musées nationaux. Alors, on va voir là. Moi, vous me connaissez, je suis très tatillonne. En gros, ce qui m'intéresse beaucoup dans les expositions virtuelles, c'est l'expérience en tant qu'utilisateur.
mais aussi le texte, enfin en gros tout ce qui est dimension un peu médiation culturelle, comment on transmet un savoir dans l'écrit. Et, enfin, je me rappelle que la dernière, enfin l'exposition de l'UMA autour de Léonard de Vinci, voilà, je n'ai pas eu la langue dans ma poche parce que je trouvais que voilà, il y avait un petit peu de, c'était un peu gonflant la manière dont on parlait de Léonard de Vinci, et surtout que je trouvais que ça finalement ça a été très redondant et ça n'apportait pas grand chose. Voilà, c'est pas parce qu'on fait des choses que l'on veut accessible qu'il faut faire dans ce que j'appelle le redondant bébête, quoi. Enfin, en gros, de toujours répéter les mêmes choses. Enfin, en gros, de te hurler dans l'oreille que Léonard, c'est un génie. Voilà, on a compris, pas besoin de le dire à tous les paragraphes. Donc voilà, donc on va voir là une autre expo sur les chats. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Alors, synopsis de l'exposition. Donc, ils ont fait une petite... attends, du coup, on va regarder cette petite vidéo. Je vais couper vite fait la musique. Hop, je remettrai après. Alors voyons voir cette petite vidéo d'intro là, d'une minute. D'accord. Ok, ok, non. Bah, la musique, on est pareil. On est dans le même esprit de musique. Hein. Ah, du coup, ma musique, elle est vexée. Elle veut plus jouer. Si, c'est bon, on l'entend un petit peu. Donc voilà, donc à partenir avec le Grand Palais, réunion des musées nationaux, le Grand Palais. Alors du coup, donc synopsis, l'idée visiblement c'est d'exposer presque, enfin voilà, plus de 60 œuvres, donc on en est à 75, d'Égypte antique à nos jours. Grand chat, petit chat, bon voilà, donc différentes catégories de chats. Le tout dans un décor d'hôtel particulier fantasmé du XVIIIe siècle. Donc ça c'est intéressant. J'aurais bien voulu qu'ils expliquent pourquoi. Pourquoi le motif de l'hôtel particulier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Des chats cachés dans tous les tableaux. Oh, ah, j'aime bien. On stimule le ludisme. Là, c'est bien, c'est bien. On va jouer. Des moments de tendresse immortalisés par les artistes. Bon, c'est mignon. Les chats qui s'infiltrent dans des scènes domestiques ou religieuses. Les fabuleux félins magiques et féeriques. Oui, d'accord. Alors, donc la question de la symbolique du chat. Donc ça, c'est toujours très, très, très important. Si la peinture religieuse le rapproche de Satan, il était vénéré comme une divinité bienveillante et maternelle, Bastet dans l'Égypte antique. Oui. Présence habituée des ateliers d'artistes, il représente la liberté et l'indépendance du peintre, mais il est aussi un symbole sensuel et sulfureux qu'on retrouve souvent dissimulé dans les portraits de jeunes filles ou de femmes, jusque dans la célèbre Olympia de Manet dont il porte toute la volupté. Donc c'est l'une des... Voilà, effectivement. Il y a eu un premier focus dans la vidéo sur Olympia et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont qu'on ressent à travers... Enfin, on verra ça ensemble, qu'on verra l'œuvre. Objet d'adoration ou superstition, prédateur à craindre ou compagnon à câliner, chat noir, angora, miteux ou luxueux. Le félin possède une personnalité aussi complexe que les illustres palettes qui l'ont représenté. On va visiter l'exposition. Ah ouais, mais c'est marrant, hein, c'est... Ah oui, à chaque fois... Ouais, d'accord. Et c'est quoi derrière? Ah, c'est la porte d'entrée. Hop là. Alors. Donc, on a un petit panneau. Hop. Donc là, on est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est intéressant par rapport à l'expo sur Léonard. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus... j'ai pas réaliste, mais on essaye voilà, de faire quelque chose d'un peu plus... Ouais.
Alors, les petits chats. Donc, très en vogue, chats et chatons attendrissants et peuple, publicité et imagerie d'Internet. Mais oui, Internet est fait de chats. Forcément. Les foyers hébergeant un chat sont nombreux dans nos sociétés occidentales. Ainsi, en France, la population féline dépasserait les 10 millions d'individus. Et oui. D'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes plutôt chat ou chien, hein? Donc, vous pouvez tout à fait partager ça dans le chat. Ça m'intéresse. Mais fut-il toujours aussi apprécié, donc le petit chat? À la fois sociable, oisif et ronronnant le jour, ce petit félin se révèle aussi chasseur impitoyable et indépendant la nuit. Cette double personnalité lui a valu au cours, au cours des siècles d'entre tantôt vénéré, tantôt craint et pourchassé. Mais toujours des petits typos comme ça, c'est un peu étonnant. Élément du foyer, il suscite l'intérêt des peintres et des sculpteurs, même si sa présence discrète le fait peut-être moins remarquer que ses rivaux, chevaux et chiens. Quasiment membres de la famille, ils en viennent à occuper une place de choix dans les portraits de leur maître. Mais peut-on parler de maître? Ces élégants animaux ne se laissent pas dominer et semblent plutôt choisir leurs compagnons. Ah bah c'est sûr, entre un compagnon de vie qui te nourrit, qui te fait des câlins, et un autre qui te fout des torgnoles, le chat il est pas con, hein, il choisit. Hein. Enfin, il sait quand même changer la donne. Ah, donc on a Touch the Artwork. Donc on a un chat, ça je dirais que c'est iranien, ou enfin en tout cas c'est un chat type oriental, enfin de culture orientale, ou le chat égyptien. Mais on va voir celui-là, il m'intrigue. Ah, c'est quand même... attends, il vient d'où celui-là? On sait pas, ce drôle de chat sourit toutes ses dents. Alors Inde du Nord peut-être. D'accord, je pensais que c'était plus... d'accord, plus perse, hein, ce style. Bon, en même temps, l'Inde du Nord, des influences iraniennes, il y en a beaucoup. Surtout, on ne sait pas le 18e siècle, non. 18e siècle, c'est un petit peu moins, mais... Donc, l'Inde du Nord, vu la proximité avec... notamment... enfin, il y a eu beaucoup d'influences perses enfin, dans l'art indien. Il est trop mignon. C'est vrai qu'il sourit de toutes ses dents, il n'y a pas de... Mais ouais, moi, ça me fait tout de suite penser au... Ouais, là, dans l'art iranien, on a ce genre de... ce genre d'implantation de chat. Il est très mignon, très drôle. Les chats étaient honorés en Égypte. Les chats étaient honorés comme en Égypte, donc là on est en Inde. Sati, la déesse de la fécondité, avait comme Bastet l'apparence d'une chatte. D'accord. Alors ça on l'a lu, c'était le panneau à l'entrée. Alors ça j'imagine... Ok, alors fabuleux félin. Bon, après... Alors c'est sur la réception du chat, donc bon. On a... dans le monde égyptien, effectivement, il y a une place très importante, hein, le chat. Il est, il est assimilé évidemment à Bastet. Bastet qui est une déesse... En gros, Bastet... Alors, quand tu remontes un peu dans le temps, donc dans l'Égypte antique, les dieux évoluent beaucoup, ils évoluent d'une région à une autre, ils évoluent d'une époque à une autre. Et en fait, Bastet n'est pas une des premières déesses. Voilà. Quand tu regardes dans le temps, tu as des déesses, enfin des dieux et des déesses, par exemple Osiris, Isis, ça fait partie, on va dire, de ces dieux qui sont très anciens. Enfin, vraiment, ils ont une origine très très ancienne. À côté, enfin, t'as aussi certaines déesses comme Sermet. Et Sermet, c'est cette déesse lionne qui est censée protéger Pharaon, qui est censée protéger aussi Ré, et du coup qui va avoir cette forme puissante de lionne. Et en fait, au fur et à mesure dans le temps, Sermet, donc elle a gardé son aspect lionne, qui est capable de défendre, et petit à petit, on a eu d'autres dieux qui sont apparus, on a eu aussi... en fait, voilà, tu as des dieux qui sont censés protéger Pharaon, et au fur et à mesure de l'histoire égyptienne, tu as eu des dieux qui étaient plus sur des
pas des généralités, mais sur des choses un peu plus générales, notamment parce que les divinités commençaient à s'adresser aussi, si on peut dire ça comme ça, aux gens. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment à l'origine de religions qui étaient vraiment dans un cercle très restreint pour le pharaon, etc., à quelque chose, à un culte un peu plus ouvert, un peu plus, je dirais pas démocratique, mais enfin démocratisé, ça serait plus exact. Donc voilà, on a quelque chose de plus ouvert sur la question. Et donc dans certains cas de la vie, notamment les accouchements, le foyer, etc., on a des dieux, des déesses qui ont été très très appréciés. Et Bastet, c'est ça. Bastet, comme Isis, comme Hathor, elles ont des variantes qui sont liées au foyer. Et Bastet, c'est la déesse du foyer par excellence. C'est vraiment la déesse qui est là aussi pour aider à l'accouchement. Enfin, elle a vraiment cet aspect très, très réconfortant. Voilà, c'est parce que comme le chat, c'est le chat qui ronfle dans la maison. Enfin, il y a cet aspect très confort, très cosy, et il incarne plein de valeurs positives comme ça, le chat en Égypte. Donc voilà. Donc du coup, elle aura sous sa forme Bastet. Elle est en gros une cermette domestiquée, si on peut dire ça comme ça. Enfin, et encore domestique. Si, c'est un peu ça. En gros, c'est une Bastet. C'est le pendant de Cermette qui est très calme, très posé, et qui est là pour les femmes qui accouchent. Donc c'est pour ça qu'elle a une forme de chatte et non de lionne. Voilà, donc c'est pas l'aspect sauvage et guerrière, c'est l'aspect cool, voilà, de l'animal. Alors, durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, ses fidèles achètent pour les offrir de jeunes chatons sacrifiés puis momifiés. Ouais. Après, je sais pas. Je sais pas si on les sacrifiait pour ça, je sais plus si c'est très clair cette question-là. Effectivement, on a plein de chats qui sont momifiés. Tu as rien qu'au Louvre, tu as à un moment donné, tu as la momie, enfin tu as une momie humaine, et dans une vitrine à côté, tu as des momies avec dedans, c'est des bébés crocodiles. Et de mémoire, il y a aussi des chats dans cette vitrine-là. Et voilà. Par contre, de ce que je me souviens de mes cours en égyptologie, et c'était pas clairement dit qu'ils s'étaient sacrifiés. Ah si, peut-être, en fait. Enfin, bon. Pour moi, c'était pas forcément systématique, de mémoire. Le sacrifice n'était pas systématique. Parfois, c'est juste que c'était des animaux qu'on retrouvait qui étaient décédés, et on les momifiait. Enfin, il y avait un peu de tout. Alors par ailleurs, les représentations élégantes de chats se multiplient, tantôt assis erratique, tantôt mère allaitant ses chatons. Si en Asie le chat porte chance, richesse et longévité, si en terre d'islam on dit qu'il aurait sauvé Mahomet de la morsure d'un serpent, sa situation a été bien différente durant le Moyen-Âge en Occident. Au mieux, il est vu comme un chasseur et figure dans les marges des manuscrits, mais s'il est noir, il est associé avec le diable comme d'autres créatures nocturnes telles que le hibou et la chauve-souris. Vivant la nuit, moment propice aux rituels sataniques, pouvant vivre 7 voire 9 vies, il est le compagnon des sorcières dont il a parfois partagé le destin sur le bûcher. Ouais. Après, attention, il y en a eu, voilà. Mais il faut pas non plus imaginer qu'il y avait qu'au Moyen-Âge qu'on brûlait les gens. À la Renaissance, ça a brûlé quand même. C'est l'Inquisition, elle a une période très violente en Espagne, notamment à la Renaissance. Enfin, voilà. Enfin, en gros, faut pas assimiler Inquisition qu'avec Inquisition, chasse aux sorcières qu'avec le Moyen-Âge. Ça continue après. Enfin, voilà. Et c'est pas non plus quelque chose d'ultra systématique, heureusement. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, c'est ce qui est d'ailleurs indiqué. C'est vrai que nous, on a une peur encore aujourd'hui. Le chat noir, qui j'ai l'impression est quand même très présent dans l'art. Le chat noir, c'est une figure emblématique qui, pour nous aujourd'hui, pour certains, quand tu les écoutes, le chat noir, ça porte malheur. Et il y a des personnes qui vont même massacrer des chats noirs parce qu'ils sont noirs, quoi. Parce qu'on pense qu'ils portent malheur. Donc bon, c'est le poids de
comment dire, c'est pas du folklore, c'est... ah, tu sais, quand tu passes sous une échelle, voilà, ces choses-là, des superstitions. Voilà. C'est bien, je retrouve mes mots toute seule. Là. Alors, au XVIIIe siècle, le naturaliste Buffon le trouve infidèle et d'un caractère faux et naturellement pervers. Jugement de valeur sans fondement, merci. Des pauvres chats, quoi. Alors, pour ces questions de la fidélité, c'est très intéressant. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans mon micro quand je... Voilà. C'est très intéressant la question de la fidélité, parce que il est vrai que, voilà... ça, c'est pas propre au 18e, hein, on pense aussi en amont que le chat ne serait pas fidèle. En gros, il y a deux représentants de cette question de la fidélité, hein, c'est le chat et le chien. Donc, quand on a des représentations de chiens, notamment sur des représentations de personnes décédées ou des portraits de personnes, donc le fait de représenter un chien, c'est pas anodin. Après, la personne avait peut-être un chien aussi, hein, voilà. Mais représenter un chien sur un portrait, et encore plus quand c'est un portrait de femme, en général, l'idée qu'on veut mettre en avant, c'est que c'est une femme fidèle. C'est comme ça au moins depuis le Moyen-Âge. Là, en tête, j'ai pas d'exemple avant, mais en tout cas, en gros, voilà, quand tu as des sculptures, des peintures, où on a des représentations de personnes qui sont soit c'est sculptures sur leur tombeau, ou alors c'est des portraits, voilà. Donc quand tu as une représentation d'une femme avec un chien, en général, l'idée c'est de mettre en avant cette question de la fidélité. En gros, elle est fidèle. Et du coup, l'antagoniste de tout ça, c'est le chat. Donc représenter quelqu'un avec un chat, pire quand c'est une femme. Voilà, l'idée c'est de montrer que en fait, lorsqu'une femme est représentée avec un chat, c'est qu'elle est pas fidèle. Voilà. Concrètement, c'est ça qui est représenté. Et pareil, ça perdure au 18e, et même après, dans la peinture du 19e, peut-être même 20e aussi, mais 19e, voilà, c'est sûr. Avec l'Olympia de Manet, c'est ce qu'on a. On a la représentation d'Olympia, on la verra après, mais ouais, le chat n'est pas anodin. J'espère que vous avez fait votre petit café. Ça fait du bien. Salut tout addict sceptique, comment tu vas? On parle des chats dans l'art. Tu arrives pile quand on parle la différence entre les chiens et les chats dans l'imaginaire un peu collectif. Alors du coup voilà, on va aller voir Bastet. Alors Bastet sous la forme d'une chatte assise. Oh, elle est belle. C'est peut-être celle du Louvre d'ailleurs, ouais. Celle-là, elle est au Louvre. Très très jolie. Ça a beaucoup de boulot, mais t'inquiète. Et toi? Ah moi, ça va bien. Tranquille, tranquille. Donc on parle d'art et tout, donc ça permet de remettre dans le bain tranquillou le fait de parler un petit peu des chats. Et en fait, c'est un sujet super intéressant quand on y pense d'un point de vue sociologique. Au niveau du symbolisme du chat. Donc ça va. Je me suis couchée très tard hier, après le raid. Du coup, on a papoté, on a parlé d'histoire de l'art avec des personnes sur le live. C'était super intéressant. Attends, j'ai pas lu. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, Bastet, déesse égyptienne du plaisir. Alors, oui, le plaisir, mais la joie. Enfin, plus dans ce sens-là. La maternité et de la musique. C'est sans doute de là que viendra plus tard, comme on a pu le voir, l'association du chat à la lubricité et à la sexualité. Ouais. Je sais pas. Peut-être. C'est... dans la je me pose plutôt la question. Là, je n'ai... c'est une réflexion par rapport à ce que je sais de ces cultures-là. En Égypte, à la fin, donc comme je vous disais plus tôt,
Bastet devient une déesse très appréciée du grand public parce que on a de plus en plus de dieux, on a aussi cette accessibilité encore plus forte des dieux chez les gens. Et en fait, ça s'est accompagné de tout ça, parce qu'en gros, s'il y a autant de gens qui ont tous ces dieux voilà, à honorer, à vénérer, etc., à prier, et bien c'est aussi parce qu'on a plein de petites représentations de ces dieux. On va avoir une multiplication des objets qui vont représenter ces dieux-là. Alors qu'avant, enfin, cette sculpture, elle est quand même pas mal. Elle fait une, enfin voilà, c'est un bon morceau. Mais bon, je parle même des petites choses. Tu vois, des choses qui coûtent pas forcément cher en plus, qui vont imiter des matières précieuses. Donc on va avoir beaucoup de production d'objets, de représentation de dieux et de déesses. Et Bastet, c'est l'une, avec Isis qui allait Horus, ça fait partie des représentations qu'on a enfin, on en a beaucoup en fait. Ça se répand dans tout le bassin méditerranéen. Et je me pose la question, parce que voilà, la question de l'association du chat, la sexualité, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, je me pose la question, avec la confirmation de la religion chrétienne, une envie de lutter contre toute forme de rites qui n'étaient pas des rites chrétiens. Soit on les rejette, soit on les assimile. Donc le chat étant en plus effectivement un animal qui vit la nuit, qui a ce côté un petit peu, voilà, avec les griffes un peu, ce côté un petit peu, enfin c'est un chasseur et tout, enfin qui vit la nuit. Donc de l'assimiler complètement à quelque chose de négatif, et donc de le rejeter, alors que tu as plutôt des figures, des figurines qui étaient vues comme quelque chose de très positif et qui ont été complètement assimilées, et notamment les Isis qui était en train d'allaiter son fils Hathor. Et ça, donc voilà, on le sait, ça fait partie des études qui ont été faites dessus. Ça a donné plus tard la Vierge allaitant le Christ. C'est des représentations qui ont marqué les chrétiens, qui ont en fait repris la chose pour voilà. Donc du coup je me pose la question de est-ce que c'est pas voilà ce côté l'animal qui vit la nuit comme le hibou, la chouette, etc., qui est un chasseur, hein, donc et en plus cet aspect moi voilà, il y avait beaucoup de rites païens autour de ça, donc hop on les dégage. Donc c'est forcément négatif, il faut le chasser, quitte à voilà, faire une sorte de chasse aux sorcières, une chasse aux chats. Enfin, voilà, là c'est une réflexion, hein, je dis pas que. Enfin, voilà, je me pose des questions. Hein. L'idée, c'est pas de dire que c'est ça, hein, c'est juste que j'adore me poser des questions. Alors, dans la mythologie égyptienne, Bastet est la fille du dieu soleil Ra. Donc, c'est pour ça qu'ils adorent ronquer au soleil, les chats. Elle est représentée soit sous les traits d'une chatte, soit comme une femme à tête de chat et symbolise la féminité et la bienveillance. Mais elle est aussi connue pour ses colères terribles. Là, c'est sous sa forme de Sermet, la déesse lionne. Elle résume ainsi le caractère ambivalent du chat, séduisant et affectueux, mais aussi dangereux. Donc là, ok. Donc oui, là, ils mettent en avant le fait que la forme du chat met en avant aussi l'aspect très féminin. Oui, c'est vrai qu'on sent le travail là un peu de... mais c'est vrai que quand tu regardes le poitrail d'un chat, il y a toujours le poitrail du chat, et voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a un travail sur la courbe qui est intéressant. Enfin, je comprends l'aspect humain. Enfin, voilà. La comparaison avec le corps féminin, quoi. Alors, du coup, c'est pas du tout chronologique. Donc, ils ont fait, hop, Olympia. Touche Viertwork. Putain, c'est rare qu'on puisse toucher une œuvre. L'Olympia. Voilà. Alors, le petit chat, il est là. Voilà. Donc, ce tableau qui a été peint par Manet. Donc Manet, c'est pas un artiste apprécié. Pas du tout. Il est très critiqué. Il est vu comme quelqu'un de provocateur, alors que non, lui, il veut réussir, quoi. Il fait ce qu'il... Voilà. C'est ce côté créatif qu'il veut mettre en place, il comprend pas d'être rejeté, en fait. Et là, donc, il peint Olympia. Donc, il réalise cette toile en 1165. Donc, on est 2 ans après le déjeuner sur l'herbe. Donc, qui a été
très très mal perçu, enfin très très mal reçu. Olympia, c'est peut-être pire. C'est peut-être pire. En fait, sur les deux, c'est exactement la même personne qui est représentée, mais c'est pas forcément le même sujet. Enfin, en gros, c'est le même modèle, voilà, c'est plus clair comme ça. C'est Victorine Meurant qui est représentée. Provocateur en quoi donc? Et coucou, salut Crastet. Ravi de revenir par ici. Bah oui, t'es bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, lui, il est vu comme un provocateur parce qu'il veut pas faire comme la norme. Ce qui est accepté en gros par l'académie. Donc on a, parce que voilà, représenter une femme nue, bon, voilà, tout le monde fait, hein, enfin il n'y a pas de... Mais c'est comment tu la représentes en fait, cette femme nue qui va choquer le public. Et là, ce qui choque le public, c'est que c'est une femme qui n'est pas une déesse, en gros c'est pas Vénus, hein, voilà. C'est en plus une femme qui, tu vois, qui a un teint un peu jaune. C'est pas forcément que les couleurs ont été délavées ou autre, hein, parce que parfois tu as des peintures qui partent vers du jaune. C'est que là, potentiellement, la couleur de peau de cette Olympia, donc de cette femme, ben, on sent que c'est peut-être quelqu'un qui a ce teint un peu jaune, un peu que les personnes gardent quand elles ont une enfance où elles n'étaient pas très bien nourries en fait. Après, en gros, voilà, là on sent c'est un modèle qui est une femme réelle, qui n'a pas une peau rose de guimauve, tu vois, qui n'a pas ce côté bonbon, une jolie couleur de peau fraîche et pure, enfin, parce que sinon les tableaux, on mettait en avant surtout des femmes qui avaient une peau un peu rose, voilà, ce côté un peu porcelaine ou rose. Et là, c'est plutôt une femme qui a un teint un peu jaunâtre, tu vois, un peu, finalement, potentiellement qui était malade quand elle était petite, mal nourrie, etc. Et en plus, elle nous regarde. Ah, tu vois, voilà, elle nous regarde. Donc il y a une forme de... Le spectateur, il se dit, ah bah tiens, voilà, quand tu regardes voilà, son visage, elle confronte ton regard. Il y a aussi ce petit collier, hein, normalement ça c'est pas... ce genre de petit collier c'est pas forcément très... C'est des bracelets, enfin ça aussi voilà, donc une femme nue avec des bijoux c'est souvent vu comme une forme de... Enfin, c'est souvent les prostituées qui sont représentées comme ça dans les tableaux. Et aussi là cette main qui en gros voilà, on a une femme qui nous affronte du regard, qui cache son sexe, mais en cachant son sexe, en appuyant comme ça, en fait c'est la chose qu'on voit le plus limite. Ah, attends, je retire, hop. Ah, le regard il va là-bas, il converge. Ah, loin des déesses et autres en effet. Ah mais voilà, on n'est pas du tout dans une représentation classique. Et du coup, ce tableau, donc quand Manet a peint ce tableau, il a été inspiré par des œuvres de la Renaissance. Hein. Il a notamment été inspiré par la Vénus d'Urbino, Particien. Et là, sur ce tableau-là, on a une femme, pareil, quasiment même position, et qui au pied, il y a un petit chien qui dort. Sauf que là, c'est pas un petit chien qu'on a, c'est un petit chat. Et du coup, voilà ce que je disais plus tôt par rapport à la question de la fidélité et tout. Voilà, le chien, c'est l'être qui est fidèle. Donc c'est la femme, d'ailleurs, là, c'est la femme qui est fidèle. Le petit chat noir, bon. Enfin, le petit chat, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément vu comme quelqu'un de fidèle. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau, là? Alors, né en 1832, bon, les dates, on s'en fiche. Bon, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ouais. Alors, Manet est un peintre majeur du 19e siècle, véritable artisan d'une révolution picturale en France, précurseur de la peinture moderne. Oui, vous répétez, les gars, là. Ces thèmes... En fait, voilà, tu vois, là, par exemple, c'est se répéter et perdre du temps. Sur ce genre de phrase, il n'y a pas besoin de répéter 10 fois, surtout que visiblement il n'y a pas énormément de place, donc vaut mieux aller... voilà. Il cherche un peu le Manet. Ces thèmes, souvent scandaleux et anti-académiques, l'exclut rapidement des salons officiels. Il rejoint la bohème, entouré de ceux qui l'admirent, dont Zola, Baudelaire, Toulouse-Lautrec. Et les autres peintres qui exposèrent au salon des refusés. Donc le salon des refusés, c'est là où notamment on a eu le déjeuner sur l'air. À l'extrémité droite du lit, à peine visible, fond sombre, etc., se tient un chat noir, la queue dressée, les yeux jaunes,
barré d'un iris noir, et sans doute le chat le plus célèbre de la peinture occidentale. C'est pas possible. Symbole de la sexualité débridée de la courtisane, ou présence affectueuse, de la même façon que la Vénus d'Ormino, dont le tableau s'inspire, avait à ses pieds un petit chien. La queue du chat s'élève en point d'interrogation. Depuis 2 siècles, la question reste sans réponse. Du retour, bienvenue. Oui, oui. Mais après, c'est vrai qu'aussi, les critiques à l'époque, ils ont énormément vanné ce chat, quoi. Enfin, ils se sont dit, mais qui c'est que cette bestiole? Enfin, ce chat est un des sujets récurrents des comptes rendus de l'exposition de 1865, où on a eu justement, voilà, mon Dieu, ce tableau, heureusement qu'il n'a pas été accepté, etc. Hop. Alors. On a aussi, bah là. Hop, un Steinlein avec le chat noir. Moi, j'aurais dit que c'est celui-là. L'œuvre avec le chat le plus connu du monde occidental dans l'art, pour moi, c'est celui-là. Mais cette affiche super visuelle, très efficace. Pour le chat noir, en fait, c'était une sorte de cabaret. Enfin, un peu comme le Moulin Rouge. C'était un café-théâtre, un peu, si on peut dire ça comme ça. Alors, hop. La tête du chat me fait penser à ces versions loupées d'animaux empaillés. Oui, non, et puis en plus, non, t'inquiète, Crasse-Tête, je sais pas pourquoi, c'est qu'il a bugué le robot, il a bugué à ce moment-là. N'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que il fait penser à un vieux chat empaillé, le chat dans l'Olympia. Je suis complètement d'accord. Ouais, le truc un peu raté, complètement. J'adore ce tableau. Enfin, c'est une affiche. Enfin, c'est pas un tableau, mais j'aime beaucoup. Alors, Steinlein a fréquenté la bohème de Montmartre parmi de nombreux autres artistes, voilà, comme Toulouse-Lautrec et compagnie. Hein. Il a réalisé beaucoup d'affiches pour le cabinet de Rodolphe Salis, donc le chat noir. Voilà. Le chat noir, voilà. Et le nom que Salis a donné à son célèbre cabaret de Montmartre, symbole de la bohème à la fin du 19e siècle. Pourquoi l'appeler ainsi ? L'histoire veut que Salis se soit pris d'affection pour un chat noir errant sur le trottoir, mais il est certain que l'atmosphère de mystère, d'occultisme et de scandale attachée à la figure du chat noir a bien servi la publicité de son cabaret. Et en plus, c'est l'animal nocturne. Donc c'est un animal qui est tout trouvé. Il y a aussi ce côté un peu d'indépendance, de fierté. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah, je l'aime bien celui-là. C'est... Je l'ai vu en plus il n'y a pas longtemps. Ouais, bah j'aurais dû dire rançon. Je commence à le dire, mais j'ai bugué. Je l'ai vu... Parce que en fait... il est au... Voilà, à chaque fois que j'allais au musée d'Orsay, je le voyais pas. J'ai jamais eu de bol. Et en fait, je l'ai vu, c'était à une exposition. Et j'étais trop heureuse de le voir parce que c'est une œuvre que je trouve incroyablement belle et très... Enfin, elle est très graphique, très, très forte. Enfin, j'aime bien, voilà, c'est comme Toulouse-Lautrec, Steinlein, voilà, c'est... Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est fait de ce type-là, très, très graphique. Et puis, ceux-là... Donc là, c'est une sorcière avec un chat noir. Alors, Rançon... Donc, il appartenait au groupe des Nabis. Il avait pour surnom le Nabi plus japonard que le Nabi très japonard. Les Nabis, en fait, c'est un groupe de peintres qui s'est auto-formé, enfin voilà, qui s'est formé. Et en gros, comment dire ça ? Leur but, c'était de faire de remettre la spiritualité. Alors, il y avait dans le groupe, il y avait des peintres qui étaient très accrochés à la dimension spirituelle de leur art, d'autres moins. Donc d'autres, c'était plutôt l'aspect quotidien qu'ils aimaient représenter. Donc on avait les deux. Mais en tout cas, ils aimaient bien l'aspect conceptuel dans l'art avec un bel effet visuel, un effet visuel puissant.
Mais en tout cas, il y avait toujours une réflexion très très profonde. Et en fait, ils avaient tous des surnoms. Notamment, bah voilà, il y avait le Nabi japonard et Rançon, c'était le japonard, plus japonard que le très japonard. Enfin voilà, c'était un truc. C'était assez rigolo. Et au sein du groupe, donc, ils développent un intérêt pour l'occultisme, la magie et le spiritisme qui est traduit ici. Donc ils sont pas tous, voilà, ils sont pas tous liés à ça, mais certains, oui, ils aiment bien vraiment cet aspect spirituel qui peut aller dans le mystère, effectivement. Alors, donc le chat, symbole du bizarre. Donc le chat noir a été objet de superstition. Le rouge et le noir sont les couleurs obligées du sabbat des sorcières. Ici, le chat tend la patte vers un terrifiant oiseau. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Tandis qu'on aperçoit un monstre cornu à l'extrême gauche du tableau. Droite, tu veux dire? C'est plutôt lui, là. Bref. On en est où, là? La sorcière, au deuxième plan, est absorbée dans ses pensées et indifférente aux ébats des animaux. Bah, elle est plutôt en mode « Oh, bordel, on va foutre la merde. Hein, j'ai la même tête, moi, quand les chats, ils foutent le bordel. Hein. Droite pour le coup, bah oui. Oui, mais voilà. C'est pas extrait. Sinon, c'est la droite. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les arabesques animales rappellent le style de l'art nouveau. Tout à fait. Moi, ça me fait aussi penser à... Alors aussi, les nabis, notamment... Oh non, mais les deux. En fait, ils avaient aussi pour ambition de mettre de l'art un peu dans tout. Qu'en gros, l'art pouvait se trouver en toutes choses. Voilà, des choses... en fait, ils ont remis en avant tout ce qui est décoration d'intérieur. Les arts de la table, ces choses-là, enfin, ils ont fait... en gros, c'était pas parti du principe qu'un tableau, c'était vraiment... Enfin, c'est pas parce que tu fais du spirituel que tu dois faire que des œuvres uniques pour un tableau pour une personne qui va prier dans son coin. Le but, c'était vraiment de faire quelque chose de plus global, en fait. Hein, donc, ils ont décoré beaucoup d'intérieurs. Et ils ont vraiment, quand ils créent, ils ont ça. Ils ont cette... Et en gros, t'arrives à voir quand certains ont fait des motifs de papier peint ou autre. Enfin, tu vois, visuellement, ça se sent. Et Rançon, on ressent ça aussi, ce côté un peu tapissier, tu vois. Enfin, je trouve visuellement, ça fait très... il y a ce côté plat, mais très ornemental aussi. Alors, le chat est admirablement stylisé. Oui, c'est vrai. Sa queue commande à toute une série de courbes. Ouais, plus la papate, hein. Plus là, le... Voilà. Forcément, en plein sabbat, notre félin satanique a la place d'honneur. L'inspiration japonaise se retrouve dans le soulignement des formes grâce aux traits noirs presque calligraphiques et dans l'abolition de la perspective. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et aucune ombre aussi. Hein. Ce qui est très japonais, enfin l'art japonais, c'est il n'y a pas d'ombre. Ah, c'est... Enfin, tout dans cette huile est stylisé. Non mais oui. Rançon, il a un potentiel décoratif que je trouve incroyable. C'est et une économie du trait. Oui, donc c'est là où il parle de cette influence calligraphique avec le Japon là. Voilà, et on sent, tu vois, un trait, ça peut signifier énormément et ça suffit. C'est ça, je trouve, c'est vraiment très très chouette. Ah, et ça, c'est de l'astrologie, ça. Enfin, ça, c'est signe du zodiaque pour moi, ça. Donc. Par contre, il y a une explication pour la bombe en bas à côté du chat. Attends. Attends. Ça charge. Ah! Je sais pas. C'est peut-être une pelote de ficelle. Ouais, j'avoue. Ou c'est un autre chat qui dort. Il est en boule. J'avoue. Ouais. C'est clair. Pareil, là, cette sorte de petite étoile. Ah, ça, c'est un... C'est un... Je sais plus ce que ça veut dire. C'est un signe en lien avec... Ah, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Je suis bête. Ouais. C'est une incantation pour moi, ça. Ah, mais j'imagine trop
La sorcière blasée parce que le chat, il a fait une connerie, il a invoqué un truc et ça ressemble à rien. Voilà. Le problème d'avoir ça en photo sur écran. Ouais. Non mais c'est bah ouais, non, c'est cool, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Ah. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? Ah oui, ça c'est rigolo ça. C'est un peu moins chargé. Hein. Voilà. Les ah comment il s'appelle celui qui a fait ça? C'est Poussin ou Bern... C'est le brun, voilà. C'est le brun. Ah, je pensais à Poussin, mais c'est le brun, ouais. En fait, le brun a fait plein de représentations comme ça de visages. Ouais, donc des visages d'expression, et il a parfois poussé les expressions à voilà, d'autres... Enfin, à une forme plus anthropomorphique, voilà, comme là, tu vois. Enfin, il aimait bien étudier aussi les visages et voir les expressions, les colères, etc. Et aussi, il va voir si des animaux étaient humains, qu'est-ce que ce serait. Voilà. Mais en fait, il a fait les filtres pour les applications, là. Hein? Et ouais, quand tu regardes aujourd'hui, les gens avec leurs applications et tout, et leurs filtres, ils font comme ça. Hein. Ouais, Charles Brun, ouais, techniquement, ouais. Mais oui, en avance sur son temps. Alors, le Brun fut le premier peintre du roi Louis XIV, donc connu pour la décoration du château de Versailles et de la Galerie des Glaces. Il donna notamment à l'Académie une série de conférences sur la relation entre l'homme et l'animal. On a donc ici une étude de physiognomonie. Ça, c'est un mot, quand tu peux le caler dans Scrabble, t'es bien. Donc en gros, tu sais, la physiognomonie, c'est lorsque on part du principe que tes traits de caractère veulent dire quelque chose... non, que tes traits de visage veulent dire quelque chose sur ton caractère. Bon, parfois, ça pousse... Enfin, évidemment, c'est pas du tout une science acceptée. C'est une science très appréciée au 19e notamment. On se dit, ah bah toi, en gros, t'as une sale gueule. Tu dois être un malfrat. Elle a un visage d'ange. Ça doit être un ange. Voilà. Hein? Tu sens les dérives potentielles de ça? On les vit encore d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc la physiognomonie, c'est d'étudier tout ça. Hey! The Sushi Monster qui aime la culture. Bienvenue, bienvenue. C'est Sushi Monster, c'est-à-dire que tu kiffes les sushis? Alors, la physiognomonie soutient que les visages aux parties basses développées sont plus proches de l'animal, tandis que le développement des parties hautes témoigne d'une intelligence bien humaine. C'est fou. Ici, ces visages hybrides nous paraissent surtout étranges, voire inquiétants. Voici les chats-garous. Non, c'est des filtres. C'est ce qui est utilisé pour les trucs à la Fabien Olicard. Ouais. Salut Sushi Monster, bienvenue. On parle des chats. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Hop, 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 voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, je connaissais pas cette œuvre-là. C'est beau. Ça fait très conte de fées, je trouve. Ouais, c'est le roman de renard. J'aime bien. En gros, j'aime bien le principe de... tout le monde va dans une direction, tu vois. Là, tout le monde regarde le roi et tout. Sauf lui, rien à péter, et il tourne le dos. Le principe du chat, quoi. J'adore. Ouais, j'aime tellement les sushis que mon chat s'appelle Sushi. Je comprends, j'adore les sushis aussi. Je suis une grande fan de nourriture japonaise. Enfin, je suis une fan du Japon de manière générale. Et, la nourriture japonaise et les sushis. Même si j'ai une préférence pour les sashimi, j'avoue. Mais oh. Alors. Paul Jouve. Ah, carrément 100 ans, Paul Jouve. Paul Jouve, moi, je connais surtout en tant que céramiste. Dans son travail. Donc, il a fait plein de choses. Donc, il se prend de passion pour les sujets animaliers au point de déménager à Hambourg, puis Anvers. Ah oui, j'allais dire quel rapport. Qui possède alors les plus grands jardins zoologiques. Mais lis jusqu'au bout. Oh.
Il a notamment illustré le livre de la jungle de Kipling. Ah, c'est chouette. Paul Jouve illustre ici une scène du fameux roman de Renard, un récit médiéval qui se déroule dans un royaume forestier peuplé d'animaux doués de parole, qui vivent selon les codes sociaux humains. C'est un autre félin, le renard, qui est le véritable héros du roman. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Le renard, tu sais pas si c'est un chien ou un chat. Pour moi, c'est un mélange des deux. Alors, ici, il est monté sur le trône de noble le lion, et les autres animaux lui prêtent allégeance. Sauf, voilà. Sauf Tibère, le chat, qui, allongé sur les marches, ne prête aucune attention à la solennité de la scène. Il en a rien à péter. Osef survint le chat. C'est incroyable. C'est un canular. Renard a profité de l'absence du lion. Donc, c'est-à-dire que le chat n'est pas si con que ça. Il a senti que c'était pas... Voilà. Il a senti que c'était un canular. Donc il a profité de l'absence du lion pour faire croire à sa mort et prendre sa place. Tibère le chat est un personnage récurrent des aventures de Renard, qui ne se termine pas toujours heureusement pour lui. Comme les autres animaux, il est souvent victime de la ruse de son compère. Cependant, Tibère est un rival de taille pour Renard. Dans un autre épisode, il lui vole une andouille, il s'en va la manger tout en haut d'une grande croix de pierre où il sait que Renard ne pourra pas le suivre. Ah, c'est pour nous rappeler aussi un peu les fables de La Fontaine. Et c'est vrai que là, c'est rigolo, tu vois, par exemple... Voilà, là, ça fait partie des textes qui sont intéressants parce que ils essaient... Enfin, le but, c'est de dire des choses, hein, évidemment, mais fondamentalement, il n'y a pas forcément de véritable intérêt pour la personne qui dit. Enfin, pour la personne qui fait l'expo. Je trouve pas que ce soit un... Après, c'est peut-être trop personnel comme opinion, hein, mais voilà, c'est pas forcément... Tu vois, j'aurais préféré qu'on parle un peu plus du roman de Renard, en fait. Mais bon. Bon, après, voilà. C'est un point de vue, hein. Regarde-moi, rien à péter Tibère. Il est mignon. Hop. Alors. À chaque fois. Attends. Attends, du coup, c'est sur lequel j'ai appuyé. Ah, c'est sûr. Celui aussi, je peux ou pas? Non. D'accord, là on peut, ok. Alors. J'aurais pas deviné que c'était un lion, mais plutôt un noble. Hein. C'est plutôt logique. Ouais. Il me faisait penser à une sorte de loutre. Alors, Olof Larsson, je trouve que c'est très beau ce qu'il fait. Olof Larsson, si je me trompe pas, c'est... Enfin, de manière, le 6, ça ressemble vachement. La couverture, enfin, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent le livre Les femmes qui sont dangereuses. Il y a une couverture avec une femme qui est comme ça. Enfin, qui est comme ça, ouais, qui est face. Et pour moi, c'est de lui. Enfin, je trouve qu'il a un style très... très propice à l'illustration. Enfin, l'illustration de... Ouais, j'aime bien. C'est assez doux. Ouais, complètement. Ah oui, c'est là. Là, t'es tranquille. Là, tu dis, ah, tiens, je serais bien comme le petit toutou. Là, j'aurais une petite sieste. Puis ouais, il aime bien représenter souvent comme ça des femmes qui sont cool, calmes, détentes. Mais c'est joué comme toi. Hein, et ça fait très illustration de livre, en fait, je trouve. Alors, artiste suédois polyvalent. Donc, voilà, dessin, illustration, aquarelle. Alors, spécialiste de fresques et décoration publique, qui est considéré comme ses véritables chefs-d'œuvre, il se prêta aussi à la représentation de scènes plus intimistes, où la finesse du trait se marie à des couleurs vaporeuses et transparentes. Ouais, c'est ce côté doux, hein, comme tu dis. Donc là, on a une petite description. Voilà. Oh, lui vit sa meilleure vie, là. Ça, c'est mignon. Mais c'est vraiment le trait, ça me fait penser à... Alors, j'hésite entre Renoir ou... Ouais, ça me fait penser un peu à Renoir, les traits, la touche. Il est trop mignon, là. Il a l'air trop bien. Alors, attends, est-ce qu'ils le disent, là? Ah bah... Là, je crois que c'est... Ah, attends. Alors, Chacalin. Donc, on retire les préjugés. Tout ce qui va à la sorcellerie, etc. Alors, donc à partir de la Renaissance, donc
Les chats sont plus acceptés visiblement, donc ceux-ci ne se contentent pas de le faire figurer en élément annexe et lui accordent plus de place. N'allant cependant que très rarement jusqu'à en faire leur unique sujet. Bah oui. Le chat câlin s'impose surtout à partir du XVIIIe siècle dans la peinture, particulièrement en Angleterre. Dans des portraits d'enfants, il pose attentif ou tente au contraire d'échapper à l'étreinte de son jeune propriétaire. Lâche-moi. Notre ami à quatre pattes apparaît cependant plutôt dans des portraits féminins que masculins. Autrefois, les esprits chagrins rapprochaient femmes et chats pour leur coquetterie et leur gourmandise supposée. Mais comment ça? Mais salut Drammaker, comment tu vas? D'accord. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les femmes et les chats se ressemblent. Bon. Mais là, par contre, ouais. Là, on est... on n'est pas dans une... ce que je disais, plutôt sur la question de la fidélité, là, c'est... donc là, je pense au tableau 19e, c'est plus ça. Hein. Putain, merci, et toi? Ça va, ça va. On parle de chat dans l'art, donc ça va. Bon, par contre, je suis étonnée qu'il n'y ait aucun chat qui m'embête, là. Je crois que ça a fait une sieste. Je crois qu'ils sont comme là, là. Ils sont en train de dormir tranquillou. Alors, dès lors, ouais. Okay. Attends. Oh, pardon. Dans l'esprit commun, la femme est chatte et féline. Ouais, non. Enfin, dans l'esprit commun de... dans l'esprit commun des hommes, si tu veux. Certains hommes, je sais pas, c'est... ouais, c'est très étonnant ce genre de phrase. Hein. C'est comme dans l'expo Léonard de Vinci, où t'avais tout d'un coup des jugements sur le physique des femmes représentées. Ou alors, elle était clairement associée, ouais, c'est une coquine. Mais quoi, mais d'où? Par rapport aux autres hommes, lui c'est un ami de machin, rien sur son... Voilà, on lui disait absolument rien sur son physique. Enfin, voilà, c'est très étonnant ce genre de choses. Enfin, je suis... Mais pourquoi, d'où? C'est écrit par un homme, ça, bah forcément je me pose la question, tu vois. Alors que non, regarde, Nathalie Gatelier, et elle travaille au sein de la RMN. Ou alors c'est... mais même à l'époque, c'est-à-dire que je pense pas qu'on pouvait pas se dire que tout le monde pensait que qu'une femme c'était est chatte et féline. Enfin, c'est très bizarrement dit d'ailleurs. Je trouve que c'est très très bizarre comme phrase. Enfin, tu vois, juste la première phrase là, ça, bon, je me dis why not. Mais là, je trouve que c'est très bizarre comme phrase. C'est très. Quoi? C'est-à-dire que ceci. Coquine à sur 20, mais grave. C'est un pseudo. Ah, je te jure. Ah bah tu sors pas ça souvent. Bah non. Enfin... non, on est d'accord. Bon, pas grave. C'est très étonnant. Non mais... Allez, hein, là c'est la première phrase... Là c'est la première phrase vraiment très bizarre de l'expo. Mais en même temps, là, visiblement, alors par rapport à l'expo sur Léonard de Vinci, où on n'était pas sûr de qui écrivait les trucs, c'était très... En plus, il y avait pas mal de fautes, enfin, c'était très approximatif. Là, quand même, en question contenu, voilà, je suis pointille sur 2-3 trucs, sur plutôt du style, du comment on s'adresse au public, mais globalement, les textes, ils sont bons, hein, je trouve, hein, c'est... Voilà, mais il y a des petits trucs comme ça, mais quoi? Quoi? En fait, c'est pour voir si tu suis, je pense. Tu vois, je pense que c'est toujours ce genre de phrase à la con, genre, vas-y, je te parie une bière que t'es pas capable de mettre cette phrase. Ah ouais? Et voilà. Je me pose toujours ce genre de questions, tu vois. Je sais pas si je vais tenter ça avec la boulangère du coin pour m'acheter ma baguette. Mais ça, c'est un très bel exemple. C'est-à-dire que pour savoir si quelque chose se fait ou se fait pas, sur le web, hein, j'entends, tu vois, genre, bah tiens, est-ce que je peux dire ça sur Twitter, c'est public, on s'en fout, etc. Il faut que tu te poses cette question-là. Est-ce que tu peux la sortir à ta boulangère? Non? Bon bah non. Non, tu postes pas ça sur Twitter ou autre, c'est...
Et voilà. Donc là, non, je mets ça dans le panier. On ne le sort pas. Voilà. Voilà. C'est trop bizarre comme phrase. Alors, reprenons. Donc dès lors, un minet se frottant contre les jambes d'une belle apporte une note érotique dans un tableau d'alcôve. Oui, 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 si, ça, tout à fait. Ce qui peut ça peut nous paraître très... Et encore, hein, moi ça me paraît très trivial parce que j'ai des chats. Et je connais beaucoup de gens qui ont des chats. Enfin, dans mon entourage, les gens ont des chats très souvent. Donc du coup, ça fait partie des comportements habituels de l'animal. Donc on se pose pas forcément la question. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes certains textes du 19e siècle, des représentations de femmes avec un chat qui entoure les jambes. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu câlin, mais câlin qui s'enroule. Enfin, ça, et même dans les textes littéraires, tu avais souvent ce... et je pense que c'est peut-être ça ce qu'elle voulait dire, l'autrice. C'est ce côté sensuel, en fait, du chat. Enfin, on assimile les deux. C'est juste que je trouve que voilà, là, la phrase est pas... Enfin, c'est pas forcément très bien. Oui, mais on m'a dit que c'était dans l'esprit commun de dire ça, je suis perdue là. Ah, peut-être dans l'esprit commun du 19e siècle. Hein. Donc à la rigueur, tu peux dire que c'est contextuel. Tu dis c'est comme ça qu'on pensait au 19e siècle. Alors, il montre son affection et attend caresse son retour. Les portraits avec chat se multiplient à la fin du 19e siècle. Voilà, par exemple, moi, quand je regarde, et ça dépend du peintre aussi, parce qu'effectivement, moi, les tableaux de Renoir où tu vois des chats, pour moi, il n'y a pas de sensualité. C'est vraiment un... c'est le chat qui est peinard, quoi. C'est même l'œuvre la plus gênante qui soit, là, qu'on aperçoit là derrière. Cette œuvre, je l'aime pas du tout, de Renoir. Je la trouve très malaisante. Mais le lien entre l'enfant et le chat ne me dérange pas. Enfin voilà, le câlin entre le chat, voilà. C'est plus l'idée de peindre un enfant nu qui me gêne. Enfin, c'est plus ça que je trouve perturbant. Mais voilà, dans ce genre d'œuvre, c'est des chats tranquilles, quoi. Alors, les portraits avec chats se multiplient à la fin du 19e siècle. Les chats de Renoir semblent même ronronner. Ah oui, alors là, carrément. Là, tu sens qu'il est trop bien, là. Et nous apaiser. La photographie va permettre de mieux saisir les attitudes félines. Nadar, lui, accompagne l'animal dans sa sieste. D'autres artistes du XXe siècle, comme Prévert, n'hésiteront pas à poser avec leur matou préféré. Bah, le chat a aussi ce côté, c'est l'animal un peu prolo. Enfin, oui et non, ça dépend. En fait, le chat est très pratique dans la ville parce qu'il mange les rats, il attaque la vermine. Donc il a ce côté très 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 pratique. Hein. Le chat est très apprécié parce qu'il chasse ces bestioles-là. Donc c'est pareil, c'était pareil en Égypte. Hein. Le chat était vu de manière très positive parce qu'il chassait les bestioles des nids à greniers, des greniers à blé, pardon, je vais y arriver. Donc c'est pour ça que le chat est très positif. Et il a toujours été utilisé pour ça, hein, pour chasser les bestioles. Même sur les bateaux, ça arrivait qu'on embarque un chat pour chasser les rats. Donc, pour moi, il y a cet aspect, le chat est très vil. Enfin, bah non, tu me diras aussi campagne, aussi. Mais en fait, au 19e siècle, le chat, il est pas relou, quoi. Enfin, il demande pas forcément de sortir tous les jours, il se débrouille. Donc, et je me pose aussi la question du chat qui a ce côté, pseudo-indépendant, on va dire, qui est l'antagoniste du chien, qui a ce côté dressé, noble, etc. Bon, sauf les chiens dreux, évidemment. Mais en tout cas, le côté, pour les artistes, ils aiment bien les chats parce qu'il y a ce côté, ouais, le chat, il a ce côté un peu fier, un peu débrouillard, tranquille. Il n'a pas besoin forcément de qu'on le sorte tous les jours. Il a besoin de toi, hein, quand même, un chat, attention. Hein, libre. Oui, voilà. Oui, bah, oui, t'as résumé. C'est complètement ça. Relou. Aussi.
Aussi, le chat est un relou. Non, non, là, je suis plutôt... je ne me permettrai pas. En plus, attention, les chats, non, ça, ils peuvent pas lire. Mais voilà. Et sa présence et son affection, c'est un cadeau, un privilège qu'il t'accorde. Tout à fait. Ah oui, oui, un chat, tout à fait. Maintenant, je veux rentrer, je veux sortir. Mais oui, mais il teste ta patience. Voilà. Ah, mais complètement. Mais en tout cas, ouais, il y a ce... voilà, il y a cette liberté. Merci, Krastet, c'est complètement le mot que je cherchais. C'est la liberté. Et je pense que certains artistes qui aiment beaucoup la présence de chats, bah, il y a ça, quoi. Il y a ce côté, c'est un esprit libre comme lui, comme l'artiste. Alors qu'au final, les chats, c'est très routinier, hein. Encore une fois, hein. Mon chat, si tu le décales dans sa journée sur un truc, il est perturbé, hein. C'est... voilà. On sent qu'il possède un chat ici.